Après une première vidéo consacrée à un tour d'horizon des différentes fonctionnalités de base de Zotero, l'objectif de cette deuxième capsule est de vous présenter essentiellement l'interface du logiciel pour vous permettre de vous l'approprier et vous permettre de le personnaliser. Alors Zotero, il se présente comme vous le voyez à l'écran, sous la forme d'une fenêtre composée de plusieurs panneaux. Le panneau central que vous voyez au milieu ici correspond à vos références. C'est le contenu de votre bibliothèque. Vous avez les différentes références qui sont empilées dans un ordre prédéfini en fonction d'un certain nombre de choix sur lesquels on va revenir dans un instant. Sur le panneau de gauche, vous avez ce qui s'appelle le panneau des collections. Vous voyez ici, il est indiqué ma bibliothèque et à l'intérieur de cette bibliothèque, il y a une arborescence de dossiers et de sous-dossiers que l'on appelle des collections ou à l'intérieur des sous-collections dont on peut développer l'arborescence quasiment autant qu'on le souhaite. Sous ce panneau des collections, vous avez un autre élément qui correspond à une petite fenêtre qui correspond aux mots-clés, aux marqueurs qui sont attachés aux références de la bibliothèque. Ces différents mots-clés apparaissent ici parce qu'ils sont contenus par les références de la bibliothèque qui se trouve au milieu. Et sur le panneau de droite, c'est le panneau du document. Alors le panneau du document parce que ce panneau change en fonction du document sélectionné, puisqu'en fait cela correspond, vous le voyez ici, aux métadonnées correspondant de l'article que j'ai sélectionné. Ici j'ai un article dont on trouve un certain nombre d'éléments de métadonnées, et donc c'est les informations concernant ce document. Ce qui est intéressant avec Zotero, c'est que l'on n'a pas uniquement les métadonnées, on a accès directement ici aussi aux différents éléments qu'on pourrait avoir ajoutés, c'est-à-dire éventuellement des notes, les marqueurs et les connexes, c'est-à-dire les autres références de la bibliothèque qui pourraient correspondre à celle-ci. Ces différents éléments que vous voyez affichés face à vous, vous pouvez décider de les masquer pour les besoins du travail que vous êtes en train d'effectuer, parce que par exemple vous avez un petit écran et que vous préférez vous concentrer sur l'un des éléments, vous pouvez tout à fait décider de masquer ou d'afficher les panneaux. Pour cela, vous pouvez procéder avec la souris en vous plaçant tout simplement sur le séparateur entre les différents panneaux. Vous voyez qu'en approchant ma souris ici à gauche du panneau des collections, elle se transforme et je vais pouvoir tout simplement, en faisant glisser le panneau, le faire disparaître. Je pourrais procéder exactement de la même façon avec le panneau document en le faisant disparaître pour n'avoir face à moi que ma bibliothèque. Cette opération, elle peut être annulée tout simplement de la même façon en procédant à l'inverse, en allant cliquer sur le petit point gris que vous voyez ici, qui fait réapparaître les éléments que j'ai pu masquer. Pour afficher ou masquer ces éléments, on peut aussi passer directement par les commandes en onglet avec l'affichage, mise en page, et en cochant ou décochant l'affichage des panneaux. L'autre intérêt de cet onglet d'affichage va être de vous permettre de personnaliser la façon dont les panneaux sont organisés. Vous voyez qu'ici j'ai mon panneau bibliothèque et mon panneau document qui se trouvent l'un à côté de l'autre. Je peux décider de les empiler, ce qui permet de travailler éventuellement différemment en fonction de la façon dont vous souhaitez travailler. Bien entendu, ces opérations sont réversibles systématiquement. Les autres éléments intéressants ici dans cet onglet mise en page, c'est la possibilité aussi de personnaliser la taille des caractères d'affichage de votre interface. En fonction de vos besoins, en fonction de la taille de votre ordinateur, en fonction de la lisibilité de votre écran, vous allez pouvoir décider par exemple que l'interface mérite un affichage plus grand des caractères, en procédant comme ça à plusieurs reprises. Et si jamais vous voulez revenir en arrière, il suffit de lui demander de réinitialiser tel que c'était juste avant. Ces premiers éléments vont vous permettre déjà, dans un premier temps, de vous approprier l'interface en mettant les choses là où vous souhaitez qu'elles se trouvent. L'autre élément à d'emblée savoir sur l'interface de Zotero, c'est la façon dont l'affichage de la bibliothèque est décidé. C'est-à-dire qu'ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est le titre, l'auteur, dans l'onglet créateur, dans la colonne créateur, pardon, la date,
qui peut être une année parce que ici on est sur un livre, mais qui peut être aussi une date exacte, quand c'est un billet de blog par exemple. La publication, qui correspond au titre d'une revue ou d'un billet de blog par exemple, ou d'une encyclopédie comme Wikipédia. Ici vous voyez indiquer la date d'ajout, c'est la date à laquelle la référence a été mise dans la bibliothèque. Et vous avez un autre onglet ici qui correspond à un petit trombone, qui correspond en fait, qui m'indique si un document est attaché ou non à la référence. Donc vous voyez ici que par exemple, je suis sur la fiche statistique de l'encyclopédie Wikipédia, j'ai un petit point bleu qui me dit qu'il y a quelque chose d'attaché et effectivement, j'ai une capture d'écran qui est attachée à cette référence. Par ailleurs, vous l'avez vu là parce que je l'ai appliqué, toutes ces colonnes, tous ces titres de colonnes vous permettent de classer rapidement votre bibliothèque, puisque vous pouvez décider de classer l'intégralité par titre en cliquant sur titre. Un premier clic, la classe par ordre croissant. Vous voyez qu'on a une petite flèche qui pointe vers le haut ici. Si je reclique sur le mot titre, on va le classer en décroissant et vous voyez que ici, j'ai une référence qui commence par Z. On peut faire pareil avec les auteurs, avec la date de publication, avec le titre de la publication, c'est-à-dire en réalité avec tous les éléments présents dans ces colonnes. Ces éléments, on peut les personnaliser. On peut les personnaliser déjà en déplaçant les colonnes. Pour une raison qui vous est propre, vous pouvez par exemple décider qu'il est plus intéressant pour vous que le nom de l'auteur apparaisse en réalité en premier à gauche de titre. Eh bien, on peut tout simplement le déplacer avec la souris. On peut décider que publication, on le met avant date. Si on a procédé à un certain nombre de modifications et que finalement ça ne nous plaît pas et qu'on veut revenir à la base, il suffit de lui demander, en cliquant sur ce petit bouton en haut à droite du panneau de la bibliothèque, d'aller cliquer sur Restaurer l'ordre des colonnes, qui remet par défaut l'ordre des colonnes de Zotero. Ce bouton a un autre intérêt, c'est qu'il va vous permettre de personnaliser les colonnes. Vous pouvez choisir d'afficher ou pas des informations de votre bibliothèque. Nous pouvons par exemple décider que la date exacte ne nous intéresse pas pour un premier coup d'œil, mais qu'en revanche on veut uniquement l'année. Vous voyez qu'ici, si on regarde là, on voit bien qu'on a décembre 1er et l'année, une année toute seule, une année un mois, etc. Ça correspond à différents types de publications ou différentes raisons qui font qu'on peut avoir décidé d'être plus ou moins précis sur la date, sauf que pour aller plus vite quand on regarde notre bibliothèque, on peut se dire je veux l'année de publication, mais je ne veux pas la date. Et là ici on aura uniquement les années de publication qui apparaîtront. On peut ajouter tout ce que l'on souhaite et supprimer tout ce que l'on souhaite par des critères de tri basiques et en allant chercher éventuellement d'autres colonnes en fonction des informations que l'on pourrait avoir mises dans les métadonnées des références, des informations sur le catalogue de bibliothèques utilisé, des informations sur la cote si on les a entrées, sur la date de consultation pour les pages web par exemple, etc., etc. On peut bien entendu ajouter ou supprimer en pouvant revenir, on peut tout à fait revenir en arrière en affichant ou en masquant les informations. Donc tous ces éléments vont vous permettre un petit peu de vous approprier l'interface. Une dernière chose, c'est de regarder cette colonne avec donc le petit trombone qui nous indique qu'il y a une pièce jointe. Vous voyez qu'il y a une autre petite colonne qui, c'est un petit carré doré qui correspond en fait à la présence ou pas de notes dans nos références Zotero. Donc là, l'intérêt, c'est que quand vous allez commencer à alimenter votre bibliothèque, vous allez certainement prendre des notes sur vos références, et pour vous assurer que la référence sur laquelle vous tombez a bien une note, eh bien, vous pouvez l'afficher. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Zotero ne nous dit pas seulement qu'il y a une note, il nous le met un chiffre. On a un 1 ici qui nous dit que, par exemple, sur cette référence, il y a une note. Et donc vous voyez qu'ici, pourtant, quand je déplie la référence avec la petite flèche qui précède le titre à gauche, je ne trouve pas de note. Et donc là, il faudra être vigilant, c'est qu'en fait, ce que nous dit Zotero, ce n'est pas uniquement qu'il y a une note que j'ai pu prendre éventuellement à la main. Ce que me dit Zotero, c'est qu'il y a une note
ou un fichier joint comme un PDF. Si je vous prends par exemple une référence comme celle-ci, ou on va plutôt prendre celle-là, vous voyez qu'ici il y a indiqué qu'il y a deux notes, et quand je déplie, j'ai bien deux notes. En revanche, si je prends celle-ci, il me dit aussi qu'il y a deux notes, et j'ai une note et un PDF. La capture d'écran n'est pas prise en compte dans ce comptage. Voilà pour les éléments principaux à avoir en tête pour l'interface. Une autre chose qui peut être utile de commencer à découvrir dès à présent, c'est la fenêtre des paramètres de Zotero. Car Zotero, vous allez avoir, pendant que vous allez apprendre à l'utiliser, beaucoup besoin de recourir à cette fenêtre des paramètres. Alors comment y accéder? Tout simplement en allant cliquer sur Zotero Préférences. Et vous voyez qu'ici on a une fenêtre qui s'affiche, composée de différents onglets, et qui contiennent d'autres éléments qui vont vous permettre de personnaliser le fonctionnement de Zotero. Vous avez différents onglets dont vous n'allez pas avoir l'usage immédiatement, mais que je vous présente malgré tout pour que vous sachiez où elles se trouvent dans la suite des vidéos, et vous n'aurez qu'à revenir à cette petite capsule pour retrouver les éléments éventuellement. Donc vous avez un premier élément qui s'appelle Préférences générales, qui va vous permettre de cocher ou de décocher un certain nombre d'enregistrements automatiques. Vous l'avez peut-être remarqué lorsque nous avons observé les fonctionnalités de base de Zotero, lorsque l'on aspire une référence avec son navigateur, le navigateur va avoir tendance éventuellement à récupérer automatiquement des captures d'écran de la page sur laquelle on se trouve. Donc par exemple, si vous aspirez une référence sur Kern, il va essayer d'aspirer les métadonnées, éventuellement le PDF, et aussi une capture d'écran. Si vous ne souhaitez pas que Zotero capture automatiquement des pièces jointes à vos références, il suffit de décocher ici les éléments que vous ne souhaitez pas récupérer. Ce que ça signifie, c'est que si je laisse ce bouton décoché, lorsque j'aspirerai des références, aucune capture ne sera ajoutée. De même, si je décoche ici joindre les fichiers PDF, aucun PDF ne sera ajouté. On a un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre ensuite de gérer d'autres choses sur lesquelles on reviendra plus tard pour les PDF. L'onglet synchronisation ensuite. Cet onglet est très important puisque lorsque vous utilisez Zotero, l'une des fonctions les plus utiles pour travailler notamment sur plusieurs ordinateurs, ou même si on n'utilise qu'un seul ordinateur, pour avoir la possibilité d'accéder à sa bibliothèque Zotero depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet, voire à un smartphone, je vous renvoie à la fin de la première capsule sur cette question, eh bien il faut que vous créiez votre compte Zotero sur le site de Zotero, et il faut que vous indiquiez à votre ordinateur, à votre logiciel Zotero, que ce que vous mettez dans votre bibliothèque doit être ajouté à votre interface. Pour cela, il faut que vous alliez dans cet onglet Synchronisation et que vous alliez renseigner ici votre nom d'utilisateur. Donc là, vous voyez le mien. Si vous vouliez mettre le vôtre, il suffirait d'entrer votre nom d'utilisateur, de connecter votre mot de passe pour synchroniser les données de Zotero. L'un des intérêts de Zotero est de vous permettre de ne synchroniser en fonction des ordinateurs que vous utilisez que votre bibliothèque personnelle ou certaines bibliothèques de groupe, ou toutes, etc. Il suffit de cliquer ici et de choisir, en fonction des bibliothèques que vous utilisez, celle que vous voulez synchroniser. Vous aurez des éléments ici à retrouver que l'on pourra voir lorsqu'on s'intéressera à la synchronisation des fichiers dans une autre capsule, la possibilité de dire à Zotero avec quel type de support il va télécharger les fichiers PDF par exemple et sur quel type de serveur il va les envoyer ou pas. Vous avez ici des sous-onglets, paramètres sur lesquels nous étions à l'instant, et réinitialisation, qui est le lieu dans lequel j'espère vous n'aurez jamais besoin de vous rendre, mais qui vous permettra éventuellement, si vous avez un problème avec votre ordinateur, par exemple, de réinitialiser votre bibliothèque sur votre ordinateur à partir de tout ce que vous aurez éventuellement synchronisé en ligne. C'est une fonction dont normalement vous n'aurez pas besoin, mais qui pourrait s'avérer utile. J'insiste tout de suite dessus, même si nous y reviendrons. La synchronisation n'est pas réellement une sauvegarde, cela ne suffit pas à sauvegarder votre bibliothèque.
Il n'empêche qu'elle est quand même indispensable, c'est une sécurité préliminaire. On verra plus tard comment synchroniser le contenu de la bibliothèque. Nous avons ici des options de recherche qui vont nous permettre de demander à Zotero d'indexer l'intégralité du contenu, y compris des pièces jointes, et donc on peut décider de lui demander d'un nombre maximum de caractères à indexer par fichier. Donc on peut, par défaut c'est 500 000, on peut décider d'en mettre plus en fonction du type de document que vous ajouterez à votre bibliothèque. Si on ajoute une thèse de doctorat en histoire par exemple, et qu'on veut qu'elle soit intégralement indexée, il vaudra mieux monter sur le nombre de caractères à indexer. Des éléments d'exportation rapide sur lequel je passe très vite parce qu'on l'utilisera très peu. Des éléments pour les citations, c'est ici que vous trouverez les styles de citation pré-intégrés dans Zotero et que éventuellement vous en ajouterez d'autres. Donc les styles de citation, si vous vous reportez à la vidéo de présentation générale, c'est ce qui fait la forme que prend une note dans votre traitement de texte par exemple. Est-ce que l'auteur est en premier? Est-ce que son nom est en petite majuscule ou en minuscule? Est-ce que les collections apparaissent? Est-ce que l'initiale du prénom suffit ou est-ce qu'on met le prénom en entier? Etc. etc. Tout ça est géré par les styles. Zotero, lorsque vous l'installez, a déjà un certain nombre de styles préinstallés. On peut décider d'aller en ajouter, en supprimer, etc. C'est en passant par Zotero, préférences, citer, onglet style. Vous avez un sous-onglet qui s'appelle traitement de texte. Ce sous-onglet de traitement de texte, c'est ici que vous allez pouvoir vérifier si vous avez installé le module qui vous permettra de travailler avec le traitement de texte. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on verra dans plusieurs vidéos. Sachez que c'est ici que cela se trouve. Lorsque vous voulez l'installer, il suffit de cliquer sur Installer le module. Si vous avez un problème de fonctionnement du module, vous pouvez cliquer sur Réinstaller le module. Ne vous inquiétez pas si vous avez bien installé le module et qu'il fonctionne avec vos traitements de texte. Il peut arriver que le bouton Installer le module apparaisse ici comme s'il n'avait pas été installé avec le traitement de texte, même si ça a été le cas. Et vous avez enfin des fonctions avancées qui vont vous permettre de personnaliser le choix des mises à jour automatiques des convertisseurs par exemple et des styles. Par exemple, vous installez un style particulier d'une revue, par exemple, parce que vous trouvez que ça correspond à ce qu'on vous demande quand vous faites des notes, et vous apprenez que le style a été amélioré, corrigé, parce que les personnes qui l'ont conçu, par exemple, ont apporté des corrections. Eh bien, si dans les personnalisations avancées, vous laissez la vérification des convertisseurs et des styles, eh bien, Zotero vérifiera seul s'il en a besoin. Si jamais vous le décochez, il faudra penser de temps en temps à venir cliquer sur ce bouton Mettre à jour maintenant. Vous allez pouvoir dans les fonctions avancées décider de l'emplacement dans lequel Zotero met ses données sur votre ordinateur. Par principe, le conseil, si vous n'avez pas une utilisation extrêmement avancée de votre ordinateur, c'est de ne pas vous préoccuper de l'emplacement où se trouvent les données de Zotero. Il vaut mieux le laisser les mettre dans le répertoire par défaut. En revanche, ce que vous pouvez décider de faire, c'est de modifier ce répertoire en fonction de la façon dont vous travaillez, dont vous avez organisé votre ordinateur, avec éventuellement la possibilité d'avoir plusieurs partitions sur votre disque dur, etc. C'est ici que vous pourrez éventuellement faire des modifications. Dans le cadre de l'initiation à Zotero, je vous conseille de ne pas toucher à cet emplacement pour vous faire la main et ensuite vous pourrez éventuellement personnaliser cet aspect. Vous avez un sous-onglet de raccourci clavier qui va vous permettre d'éviter d'aller chercher systématiquement dans les boîtes de dialogue et les différents onglets de votre ordinateur pour créer un document, créer une note sur un document, etc. Et donc vous avez des raccourcis clavier par défaut que vous allez pouvoir personnaliser ou utiliser tels qu'ils sont. Et enfin, vous avez un petit onglet flux, parce que Zotero est aussi un lecteur de flux RSS, un agrégateur de flux RSS. Ce n'est pas l'agrégateur de flux RSS que je recommanderais si vous avez besoin de suivre beaucoup de références bibliographiques, néanmoins, de références de blogs, de sites, etc. Néanmoins, si vous avez quelques sources dont vous savez que régulièrement leur publication pourrait avoir un intérêt pour leur ajout dans votre bibliothèque Zotero, vous pouvez les ajouter directement ici. Pour retrouver vos flux, vous les trouvez ici, sur la gauche, dans le panneau des collections et sous-collections. Tout en bas, vous voyez qu'ici, j'ai quelques flux ajoutés pour les besoins de la formation.
je préfère pour ma part utiliser d'autres types d'agrégateurs de flux RSS que Zotero. Je vous montrerai néanmoins comment ils fonctionnent. Vous allez pouvoir ici personnaliser le fonctionnement de ces flux, lesquels s'affichent en premier, les délais de mise à jour des flux RSS, éventuellement les délais de suppression si vous les avez lus ou si vous ne les avez pas lus. Ces préférences de Zotero, vous pouvez donc les retrouver en faisant, je vous le répète, Zotero préférences, mais vous pouvez aussi, en utilisant votre raccourci clavier, il vous les est indiqué ici pour Mac, c'est la touche commande plus virgule. Sur PC, ce serait CTRL virgule. Si je fais CTRL virgule ou commande virgule, la fenêtre des préférences s'affiche et je peux aller éventuellement procéder à des modifications. Voilà pour ce tour d'horizon de l'interface et ses possibilités de personnalisation. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à entrer un peu plus dans le vif du sujet en regardant comment on ajoute des références dans sa bibliothèque.